La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à cette première demi-finale de la Coupe du Monde de football Brésil-Allemagne. Pascal Boniface, vous qui étiez justement dans les stades, est-ce que vous avez vu beaucoup de Brésiliens? En fait, la question se pose parce que le salaire minimum au Brésil, c'est 295 € par mois. Est-ce que les Brésiliens, ils ont les moyens de se rendre dans les stades? Pas tous, mais certains. Ce qu'on voit dans les stades, c'est effectivement les Brésiliens des classes moyennes supérieures qui peuvent se payer. Alors, il y a beaucoup d'étrangers aussi, des gens de toute nationalité qui viennent, y compris pour voir d'autres matchs que les matchs de leur équipe qu'il y avait dans le stade pour France-Allemagne, des Asiatiques, etc. Donc, mais il y a quand même des Brésiliens. Mais bien sûr, le prix des places, c'est un peu toujours pareil, n'est pas fait que toute une catégorie sociale regarde le football à la télévision et pas en direct dans le stade, ça c'est clair. Combien coûte un billet pour une Coupe du Monde? Ça dépend où vous êtes placé, etc. Mais ça va assez vite. Les premiers prix les premiers prix, il y a toujours des billets qui sont vendus pas cher pour à la fois se donner bonne conscience et laisser au moins l'accès à certains. Mais ça au prix officiel, c'est très rapidement plusieurs centaines de dollars. Pas de billets à moins de 40 € minimum. Voilà, justement, c'est vraiment les billets qui ont été réservés à une certaine catégorie. C'est un peu comme des billets sociaux, entre guillemets, mais le reste, c'est au minimum 70 € jusqu'à 250. Donc le Brésilien moyen, en fait, il ne peut pas aller au stade, regarder un match de foot. Je ne suis pas un spécialiste, mais cette expression de Brésilien moyen, je pense qu'elle mérite réflexion, parce que d'abord, le Brésil est un pays continent, c'est un pays où il y a 200 millions d'habitants. Donc le nombre de Brésiliens moyens, il est important. Et le Brésilien moyen, il vit dans un pays qui a connu un taux de croissance positif depuis une douzaine d'années, où il y a eu 7 à 9% de taux de croissance pendant plusieurs années. Donc je ne suis pas certain que le Brésilien moyen soit non plus complètement dépourvu de pouvoir d'achat. C'est pas différent des autres pays. Je veux dire, quand il y a les Jeux Olympiques à Londres, les Britanniques les plus pauvres ne vont pas au stade, parce que là aussi, moi j'étais à Londres, il y avait, quand je regardais les prix pour aller au stade d'athlétisme, par exemple, c'était aussi cher que pour le match de football au Brésil. Donc à chaque fois qu'il y a ce type d'organisation, les prix sont assez chers, mais de même que tous ces spectacles également, pour les concerts, c'est aussi des billets un peu chers, et on ne se dit pas, les gens moyens ne peuvent pas aller voir tel artiste à Bercy ou ailleurs, alors que les prix des places sont aussi chers que pour un match de football. C'est assez mais curieux. Le football, c'est un peu le sport de la rue, entre guillemets. Vous comprenez, c'est ça la différence avec un spectacle. Il n'y a pas de 100 millions de places dans les stades au Brésil, et donc nécessairement, tout le monde ne peut pas y aller. Ceci étant, les Brésiliens qui regardent le match en dehors du stade, dans les bars, etc., c'est qu'il n'y a pas des gens isolés chez eux qui regardent seuls le match. Ils font la fête en dehors parce que ça circule, ils se déplacent ensemble, ils le regardent groupés. Et donc, c'est vraiment une fête collective, y compris pour ceux qui ne sont pas au stade. Juan José Dorano Munoz, est-ce qu'on n'a pas fait un mauvais procès finalement au Brésil, dont les oiseaux de mauvais augure disaient que le pays n'était pas prêt, et finalement on a fait le même procès à l'Afrique du Sud? Au final, les stades sont prêts, il n'y a pas eu de problème de sécurité, il n'y a pas eu de gros problème. Je crois qu'il y a eu un effondrement d'une passerelle. Voilà, effectivement. Alors, mauvais procès. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la situation du Brésil avant le mondial. C'est vrai qu'ils ont réussi à commencer ce mondial et qu'il n'y ait pas des gros problèmes, mais les difficultés étaient réelles. Le Brésil a eu du mal à préparer ces mondiaux. Quand vous voyez à une semaine, à 10 jours avant le début du mondial, des stades qui ne sont pas complètement terminés, là vous vous dites effectivement qu'il y a un problème. Mais cela dit, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Brésil ou beaucoup plus loin en Italie dans les années 90 ou même aux États-Unis en 94. Donc effectivement, les organisateurs font tout ce qu'il faut pour que ça soit bien organisé. On verra effectivement. Très beau mondial, vous diriez aussi comme Pascal Boniface? Sportivement parlant, c'est un très beau mondial, l'un des meilleurs mondiaux. Et même au niveau de l'organisation quand même, ils se sont bien débrouillés? Ils se sont bien débrouillés jusqu'aujourd'hui. C'est la réalité, surtout parce qu'on avait beaucoup de soucis par rapport effectivement au stade, etc. Donc, au regard de ce qui a été fait aujourd'hui, effectivement, ils ont trouvé des solutions. Et nous, on ne croyait pas à ces solutions il y a à peine 3 semaines. Et c'est vrai aussi pour l'Afrique du Sud. Annelise Borges, bonsoir. En direct du stade Belo Horizonte aura lieu donc cette rencontre Allemagne-Brésil. Quelle est l'ambiance ce soir, Annelise? On est maintenant à 2h30 du coup d'envoi, un peu moins de 2h30 du coup d'envoi de cette rencontre.
Bonsoir Vanessa, l'ambiance ici, elle est très festive. C'est une grande fête effectivement qui est en train d'avoir lieu aux alentours du stade. On est juste à quelques pas de l'entrée principale du stade de Mineirão à Belo Horizonte, la capitale de l'état de Minas Gerais. Et c'est une grande fête, c'est une énorme foire de rue on dirait. Les Brésiliens, vous savez Vanessa, j'écoutais vos interlocuteurs qui disaient qu'il a eu du retard, qu'il y avait beaucoup de problèmes. Effectivement, les Brésiliens, ils acceptent ça, ils acceptent les problèmes qu'on a menés jusqu'à là, mais là, ils sont plutôt fiers. On voit un peuple fier d'accueillir cette Coupe du Monde, fier de son équipe aussi, une équipe qui a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Le Brésil, la Seleção, va jouer sans Neymar, leur étoile montante, et donc aujourd'hui, on a un tout petit peu plus d'attention, mais globalement, c'est un peuple heureux et très très fier. C'est plutôt, vous savez, le Brésil, c'est quand même le pays de l'optimisme. Et c'est ça qu'on sent partout aujourd'hui, beaucoup d'optimisme, beaucoup de fierté de cette équipe brésilienne qui va entrer en camp dans quelques heures, dans 2h30, ici à Belo Horizonte contre l'Allemagne. Merci beaucoup Anis Borges, envoyée spéciale de France 24 au Brésil, et un internaute qui nous dit l'Allemagne passera grâce au mental. Bon, apparemment, il faut peut-être un mental un peu plus fort que les Brésiliens qu'on a vu pleurer, on le rappelle. Alexandre Kateb, finalement, c'est aussi une revanche pour ces émergents finalement, qui se montrent, on s'en rend compte, tout à fait capables d'organiser de grands événements sportifs. On pense au Brésil, on pense à la Chine aussi au moment des Jeux Olympiques, à l'Afrique du Sud, si on peut considérer que l'Afrique du Sud est un émergent. Est-ce que c'est aussi une revanche finalement pour ces pays? Je ne sais pas si c'est une revanche, parce que dans le cas du Brésil, le Brésil a déjà organisé une Coupe du Monde, et même plusieurs, je crois. Et pour les autres pays, c'est peut-être aussi le cas, quand on pense à la Russie notamment. Donc, je parle sous le contrôle des experts. Seul en 50. Voilà. Pas tant que ça, donc. Pas tant que ça. Oui. En tout cas, non, c'est pas une revanche, dans la mesure où c'est plus une démonstration de force. Après une période de croissance très forte, une période, le super cycle de croissance des années 2000, et tous ces pays émergents ont voulu quelque part asseoir leur statut de puissance émergente, voire de puissance en voie d'émerger, par l'organisation de ces grands événements. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces événements, finalement, ils viennent un petit peu à contre-temps, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt dans une période d'essoufflement de la croissance dans tous ces pays dits émergents, qui cherchent de nouveaux moteurs de croissance, et que finalement, cette espèce de démonstration de force, elle vient un petit peu sur le tard. Alors, elle met quand même du baume au cœur quand la croissance baisse en dessous de son rythme, disons, précédent, mais il y a aussi un décalage entre cette capacité à organiser des grands événements qui finalement reste, quoi qu'on en dise, assez anecdotique, et derrière la réalité économique et sociale de ces pays qui est très complexe et qui est plutôt aujourd'hui dans une phase un petit peu de difficulté. Mourad Zeguidi, quel va être le bénéfice de cette Coupe du Monde finalement pour le Brésil? Parce qu'on nous dit toujours oui, il va y avoir d'énormes bénéfices. Alors on se dit ils vont avoir des stades, ok, tout neufs, les Brésiliens, mais enfin je ne sais pas si c'est vraiment leur priorité. Si c'est leur priorité, est-ce qu'en termes d'infrastructure, par exemple les transports, les systèmes de transport extrêmement délabrés, les autobus, les trains, etc., est-ce que tout ça a été amélioré? Le bilan de la Coupe du Monde brésilienne se fera, à mon avis, et Pascal peut en parler, en 2017, à la fin des Jeux Olympiques. Parce qu'il y a des efforts conjoints qui ont été faits par le comité d'organisation de la Coupe du Monde et par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Rio, là aussi où il y a eu un budget conséquent. Le Brésil, si on veut faire le bilan, en n'enlevant rien aux qualités festives et à la magnifique image qu'a donnée le Brésil, se fera aussi en termes de compte. Cette Coupe du Monde devait coûter 3,5 milliards d'euros. Elle va en coûter 11 milliards, qui vont être très probablement payés par le contribuable brésilien. Pourquoi? Et ça aussi, il faut en parler. Parce que le système instauré par la FIFA, qui est un système absolument scandaleux, on en a déjà parlé, la FIFA
ne rentrent dans la Coupe du Monde que pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que les recettes de stade, les recettes de sponsoring et les recettes de droits télé, qui sont les relais de croissance de la Coupe du Monde, vont à la FIFA, alors que les frais d'organisation que sont les stades, les infrastructures hôtelières et de transport sont à la charge du pays organisateur. Alors vous me direz, bien évidemment, les nuitées d'hôtel, et je ne sais plus combien de milliers de nuitées d'hôtel amenées par les supporters de tous les pays, eux, vont dans les poches brésiliennes. Mais la vraie problématique aujourd'hui, devant l'organisation de ces grands événements, c'est cette problématique-là. Je peux ajouter au cahier des charges de la FIFA que les commerçants brésiliens n'ont pas le droit de commercialiser des goodies avec la marque de la FIFA. C'est-à-dire qu'autour des stades, la contrefaçon est combattue de façon extrêmement répressive. En fait, ça avait été un drame en Afrique du Sud. C'est que la FIFA s'en met, si je schématise, la FIFA s'en met plein les poches. Absolument. Et les Brésiliens, ils ne voient pas la couleur de l'argent. Pas tout à fait. Vous avez dit, bon, il y a un investissement quand même dans les infrastructures, oui, mais ça leur coûte quand même. Absolument. Ça leur coûte. Pascal Boniface. Oui, parce qu'effectivement, la FIFA, dans la fan zone et autour des stades, il n'y a que les marchands officiels. Donc, surtout au Brésil, où il y a une économie, disons, informelle qui est très forte, c'est vraiment plus loin que les vendeurs ambulants arrivent à trouver les touristes. Alors, les infrastructures, l'effort n'a pas été assez faible sur les transports publics qui sont pas très bons au Brésil. On a construit par contre plus de stades que dans le demandait la FIFA. Elle en demandait 8. Le Brésil, pour des questions d'équilibre interne aux différentes régions, on a construit 12. Donc, il y en a 4 qui sont pas tout à fait contestables. Et l'effort n'a pas été assez mis sur l'infrastructure. Ce qui comptera aussi, c'est que bizarrement, et contrairement à une image que l'on a, le Brésil n'est pas un pays où il y a beaucoup de touristes. Et parce que c'est loin, c'est pas tellement d'infrastructures. Et là, ce que ça peut apporter, c'est l'envie des gens d'aller au Brésil, de faire du tourisme. Disons que tout le monde connaît Rio, mais il y a plein d'autres endroits au Brésil où on peut passer des moments fantastiques et on ne va pas. On ne va qu'à Rio, finalement, quand on n'est pas brésilien. Et donc, peut-être qu'à montrer les autres villes, ça peut avoir un impact. Londres a formidablement réussi en termes touristiques après les Jeux de 2012, parce que ça donnait l'envie à plein de gens qui ont vu Londres pendant un mois d'y aller et séjourner quelques jours. Et donc ça peut être un impact positif couplé effectivement avec l'effet JO qui là ne sera pas dans l'ensemble du Brésil mais concentré sur la seule ville de Rio qui elle-même déjà concentre les touristes qui vont au Brésil. Il faut comprendre que le mondial et les Jeux olympiques, c'est des événements sportifs. Mais derrière ça, c'est un projet politique. Il y a l'exemple de l'Espagne en 1992. Elle a organisé les Jeux olympiques de Barcelone et l'Expo universelle de Séville. Ça a permis au gouvernement espagnol de l'époque de désenclaver l'Andalousie en construisant des autoroutes gratuites, qui sont restées gratuites et qui ont déstructuré le réseau routier espagnol. On a amené le TGV en Espagne, les lignes à grande vitesse. L'Espagne a aujourd'hui le plus de kilomètres en Europe des lignes à grande vitesse. Donc, derrière l'événement sportif, il faut un projet politique. Et c'est ça qui reste pour les habitants de l'Espagne en 92, mais aussi du Brésil, ou en quelque sorte aussi pour ceux de l'Afrique du Sud en 2010. Donc, oui à l'événement sportif, mais surtout un projet politique derrière qui voit loin, qui regarde loin. Alors ce tweet d'un internaute, on a un peuple heureux, oui, en attendant la baisse de la fièvre et les réalités quotidiennes invivables pour la majorité. Alexandre Cattal, si les Brésiliens perdent, est-ce que ça peut relancer justement la contestation sociale ? La contestation sociale se relancera que les Brésiliens perdent ou qu'ils gagnent. Je dirais, j'espère qu'ils vont gagner, qu'ils vont remporter cette finale et ça va donner un grand élan d'enthousiasme et de ferveur populaire. Ça c'est clair. Mais dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, les problèmes vont revenir et là on va commencer vraiment à parler des options politiques. Et les options politiques aujourd'hui, disons, elles sont pas très folichonnes pour le gouvernement en place. Globalement, aujourd'hui, le gouvernement est pris entre l'enclume, disons, d'une croissance très faible qu'il n'arrive pas à relancer et le marteau des équilibres macroéconomiques qu'il doit préserver, notamment le déficit public, l'inflation, qui sont au Brésil, il y a une vraie mémoire de ces déséquilibres, des crises que le pays a connues dans les 20 à 30 ans précédents, disons l'arrivée de Lula, et
et on ne veut pas retourner à cette période de crise. Et en même temps, on voit qu'il y a un essoufflement de la croissance. Donc aujourd'hui, il y a un véritable dilemme. Est-ce qu'il faut aller vers plus d'assouplissement, de relance d'une manière ou d'une autre, soit une relance keynésienne ou une relance par l'offre qui manque vraiment. Il y a un vrai problème d'investissement public et privé au Brésil, ou est-ce qu'il faut au contraire, disons, continuer dans une politique un peu de rigueur en espérant on a le même débat en France. Voilà, on est à peu près à ce débat-là au Brésil, et finalement les différents partis politiques ou coalitions politiques dans l'ensemble proposent à peu près la même chose. Il n'y a pas vraiment d'alternative qui émerge à ce stade. La prochaine présidentielle, c'est quand ? C'est en octobre. Ça arrive là vite. Voilà, pour et Dilma Rousseff est donnée favorite parce qu'elle va se représenter. Elle est donnée favorite. Selon toute vraisemblance, elle devrait l'emporter. Mais derrière, l'opposition commence à se structurer. Les lobbies d'affaires commencent aujourd'hui à être un peu plus défiants vis-à-vis du parti des travailleurs, alors que sous Lula, c'était un peu la lune de miel, on va dire. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un manque de résultats. On constate cet essoufflement de la croissance et en même temps l'inflation qui augmente. Donc on est dans une situation vraiment où on a les deux défauts en même temps, de stagflation. Et il y a un manque d'imagination aussi au niveau politique, au niveau géopolitique. Enfin, Pascal pourra en parler aussi. C'est-à-dire que le pays ne sait pas s'il faut qu'il se positionne davantage encore dans cette configuration des BRICS, dont il est l'un des vecteurs. Et n'oublions pas qu'il va y avoir aussi un sommet des BRICS à Fortaleza dès le 15 juillet, et un sommet BRICS Amérique latine qui vise à donner au Brésil un petit peu le statut de puissance régionale et de consolider cette stature-là. Mais il y a toute une partie de l'opinion publique brésilienne et des milieux, y compris d'affaires, qui préfèrent se rapprocher des États-Unis et de l'Europe, disons du premier monde, plutôt que de rester dans cette posture un petit peu que certains perçoivent comme étant anti-américaine, de rapprochement avec la Chine et les autres puissances non occidentales. Allez, un dernier tour de table, parce que je vous ai demandé quel serait votre favori ce soir. Morad Zeghidi, pour la finale, alors l'Allemagne évidemment, parce que vous espérez que l'Allemagne gagne ce soir. L'Allemagne face à qui ? Face à l'Argentine ou face aux Pays-Bas ? Écoutez, moi j'aurais aimé qu'il y ait un Brésil-Allemagne en finale, vous savez pourquoi ? Oui, mais ça c'est pas possible. Non mais attendez, je vous explique, ça va vous faire plaisir. Ma réflexion, c'était que ça aurait été un symbole formidable d'avoir deux grands pays présidés par des femmes, par Angela Merkel et Dilma Rousseff. Ouais, c'est bien joué, allez. Ça va s'arrêter en demi-finale. Non, je crois que ce sera Brésil-Argentine, parce que je pense que Messi aujourd'hui... Brésil-Argentine serait une belle affiche. Brésil-Argentine, oui. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais... Alors, parce que là, vous n'êtes pas très... Vous me dites, moi j'espère que l'Allemagne gagne ce soir, mais en fait, vous ne croyez pas trop aux chances de l'Allemagne ce soir. Si vous me dites que la finale c'est Brésil-Argentine, moi je comprends pas. Non, mais très rapidement, parce que je pense aussi, on n'a pas le temps d'en parler, et Pascal, je pense, est d'accord avec moi, cette Coupe du Monde aura été aussi un formidable miroir pour l'Amérique du Sud, parce que l'ambiance qu'ont mis les Sud-Américains dans les confrontations sud-américaines, on a eu du Colombie, Uruguay, du Chili, ça a été formidable, on l'a appelé un peu la Copa América, cette Coupe du Monde, et ça c'était formidable. Mais sinon, mon pronostic, je pense que ce sera... Allez, Brésil-Argentine, mais moi j'ai le cœur un peu pour l'Allemagne. Allez, Brésil-Argentine. Pascal Boniface. Dans ce cas-là, ça sera deux pays dirigés par des femmes, puisque Christina Kirchner est au pouvoir. Exact, donc tout à fait, l'honneur féminin sera sauf. Et oui, j'aimerais bien voir cette finale-là, effectivement. Oui. Brésil-Argentine, Alexandre Kateb. Moi, j'aimerais bien voir cette finale, mais je pense que ce sera plutôt Brésil-Pays-Bas. On verra. Juan José Dorado Muñoz. Ça sera Allemagne-Argentine, bien évidemment. Bon, allez, il y a toutes les possibilités, là. Moi, j'espère Brésil-Argentine. Voilà, je vous donne mon petit avis ce soir. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi. Et vous, Karim ? Moi, j'imagine en finale un Brésil-Pays-Bas. Bon, très bien. Allez. Que reste-t-il du football samba du Brésil ? Parce que pendant toute cette Coupe du Monde, on a tout de même pas mal critiqué les Brésiliens en expliquant que le seul représentant du Joga Bonito, c'était Neymar, qui ne sera pas là. Alors le site Slate s'intéresse un petit peu à cette équipe du Brésil et explique qu'elle pourra gagner, mais il faudra qu'elle joue sale. En gros, ce n'est pas forcément le football samba qu'il faudra développer sur le terrain. Il y a quelques chiffres. C'est quoi jouer sale ? C'est-à-dire jouer physique, parfois limite. Et d'ailleurs, cet article... C'est taper son adversaire ? C'est taper son adversaire, de préférence sans se faire voir par l'arbitre. En tout cas, cet article souligne que le Brésil est le
pays qui a commis le plus de fautes depuis le début de cette Coupe du Monde, 96 fautes, beaucoup plus que l'Allemagne qui en a commis 39 de moins. Alors évidemment, du côté des Allemands, ça n'a pas échappé à l'entraîneur qui s'est exprimé dans les médias et qui a demandé, ou qui a mis en garde l'arbitre en rappelant que lors du match Brésil-Colombie, il y avait beaucoup de violence sur le terrain et donc il fallait qu'il soit particulièrement vigilant. Alors dans tous les esprits, le Brésil des années 70, celui qui avait illuminé la Coupe du Monde 70 avec un jeu que certains présente comme un petit peu à l'antipode de celui qui est développé aujourd'hui par le Brésil. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on partageait cette une empreinte d'espoir avec ce titre « Nous sommes tous des Neymar », avec l'ensemble de l'équipe qui arbore la même coupe de cheveux, avec un montage pas forcément réussi pour tous. Mais en tout cas, on sent bien cet espoir, mais en même temps, ce sentiment qu'il y a une Neymar-dépendance du côté du Brésil. Et puis, on s'en prend sur les réseaux sociaux un autre joueur, Fred. Il paraît qu'il n'est pas très bon, lui. Il n'est pas très bon, en tout cas, beaucoup soulignent ses statistiques particulièrement mauvaises. Voici quelques chiffres. En 402 minutes jouées sur 5 matchs, un seul but, beaucoup moins que tous ses prédécesseurs. Moi, je pense qu'il va jouer. Oui, Mourad Zeghidi, il va jouer ce soir. Bon, il n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Peut-être que ça sera l'occasion de faire taire tous ces détracteurs. Et il y en avait quelques-uns sur les réseaux sociaux. Alors du côté de l'Allemagne, en tout cas, les médias allemands affichent un peu plus de sérénité. Voici un site suisse qui a fait un petit peu le tour d'horizon avec Bild qui titre tout simplement nous irons en finale, comme si le Brésil s'était déjà plié. Et puis le Hamburger Morgenpost qui dit aujourd'hui vous allez encore pleurer en parlant aux Brésiliens. Évidemment, c'est de la provoque. Et puis, un certain nombre de joueurs allemands qui ont utilisé Twitter pour dire comme Lukas Podolski, qui dit qu'il reste 4 grandes équipes, et l'Allemagne est la meilleure. Ou encore, ce tweet de André Schurle qui dit nous ne sommes qu'un avec cette foule en délire, même si la foule dans les tribunes sera évidemment acquise aux Brésiliens. Et puis, pour finir, un supporter allemand qui s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux, un chauffeur de taxi qui s'est déguisé en quelque sorte en drapeau allemand. Si vous voulez faire un tour en taxi, vous êtes sûr de ne pas passer inaperçu. C'est clair. En tout cas, lui a prévu, ou plutôt prédit, une victoire de l'Allemagne 3-2. Allez, on verra bien ce soir, 22h, heure de Paris, première demi-finale de la Coupe du Monde, Allemagne-Brésil. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Karim. Tout de suite, le journal, on vient évidemment sur la situation en Israël et dans les territoires palestiniens. À demain, 18h.